On se retrouve donc pour un webinaire sur le bois énergie en copropriété. Hop là. Pour rappel des règles habituelles des webinaires, la vidéo n'est pas activée, le micro n'est pas activé et vous pouvez poser vos questions via le question-réponse et si besoin, alors du coup via la discussion. Et si besoin, on pourra toujours activer les micros pour pouvoir discuter plus facilement. Hop. Alors, du coup, pour me présenter moi, avant de pouvoir présenter l'ALEC, je suis Marion Vernet et je suis chargée de copropriété au sein de l'Agence locale pour l'énergie et le climat. Et donc, du coup, c'est une agence qui est une association en fait de la loi 1901 et qui est donc association reconnue d'intérêt général. Donc, elle a été fondée en 2007 et ça avait pour but donc de pouvoir aider les différents publics à agir sur tout ce qui est les volets eau et énergie, et également de pouvoir accompagner des projets d'économie d'énergie et d'eau et d'énergie renouvelable, que ce soit sur tous les publics comme les collectivités ou les particuliers. Donc, pour venir un petit peu plus loin, donc nous, on travaille essentiellement avec les copropriétés, là, ce qui est le vif du sujet, mais également les logements individuels. Les bâtiments publics, c'est donc les collectivités. On a les CEP, donc tout ce qui est conseil en énergie partagée. On a aussi le volet scolaire avec les défis communaux. Voilà, on a des accompagnements spécifiques là-dessus et également aussi avec les professionnels. Donc pour le coup, ça peut être les personnes qui vont devenir professionnels dans le monde de l'immobilier euh, ou dans le monde de l'immobilier, que ce soit par exemple des syndics, que ce soit euh, des agents immobiliers. Voilà. Donc on fait un accompagnement aussi sur ce volet-là. Et donc du coup, on fait des conseils personnalisés. Donc là, on peut avoir des rendez-vous par exemple avec les copropriétés. En général, ça se fait avec le conseil syndical ou le syndic. On peut aussi avoir des visites de sites et des interventions en AG. On a également des animations et des sensibilisations, un peu comme on fait là ce soir. Et ensuite, on a aussi un peu de suivi de consommation qui peut se faire, par exemple, après des projets de rénovation. Donc, nos actions au plus large, donc on a vraiment la partie économie d'énergie, on a tout ce qui est économie d'eau, on a les travaux de rénovation, on a tout ce qui va être aide financière et justement de pouvoir vous orienter les ménages vers les aides financières qui correspondent le mieux en fonction, par exemple, des revenus fiscaux de référence ou si c'est des aides collectives, par exemple, au niveau de la copropriété. On travaille également sur le volet des énergies renouvelables. Donc là, on est dans le cœur du sujet avec le bois, mais ça peut être aussi le photovoltaïque, le solaire thermique, la géothermie aussi dans certains cas. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut accompagner. Et enfin, les éco-gestes sur justement pouvoir améliorer les usages et le bâtiment. Parce que c'est une chose de pouvoir faire des travaux, mais derrière, il faut aussi pouvoir utiliser correctement le bâtiment et limiter les consommations aussi en interne. Donc, notre territoire d'action, on est sur les 31 communes de la métropole de Montpellier. Si on regarde un petit peu plus gros, en fait, on est membre du réseau Rénov Occitanie, vous avez déjà entendu peut-être parler, qui a un accompagnement auprès justement des copropriétaires et des particuliers. Et ensuite, si on regarde un petit peu plus grand, on est finalement dans le cadre du réseau France Rénov, voilà, qui est un réseau un petit peu plus grand. Et si on zoome un peu là-dessus, donc le réseau France Rénov, c'est le service public de la rénovation de l'habitat. Donc il a l'avantage d'être gratuit et indépendant, c'est aussi notre positionnement. Le but, c'est de ne pas de mettre en avant certaines entreprises par rapport à d'autres, c'est vraiment de pouvoir donner des avis et des conseils neutres. Donc le nom a changé depuis le 1er janvier 2022. Il y en avait peut-être qui connaissaient sous le nom d'Espace Info Énergie. Après, voilà, on a eu Géco-Rénov, J'économise, le réseau Fer et enfin maintenant le réseau France Rénov. Et donc on a 550 espaces conseils France Rénov partout en France et on en fait partie puisque du coup on est ce qu'on appelle les guichets uniques de la rénovation énergétique. Hop là.
Donc, si on fait un focus sur le bois énergie, donc c'est une énergie qui est très intéressante parce qu'en fait, elle est abondante et économique. Donc, elle est abondante parce qu'on a une grande partie sur le territoire français, puisque, en effet, là, par exemple, sur le territoire de l'Hérault, la forêt, elle couvre 42% de la superficie du département. Et on sait que le volume de bois augmente d'année en année, puisqu'on a trois quarts de la croissance annuelle qui n'est actuellement pas exploitée. Et on a l'avantage aussi que ce soit local, puisqu'en fait, on retrouve ça sur le territoire, en particulier sur la région, où on a beaucoup de forêts qui sont exploitées. Donc, le bois énergie, à l'heure actuelle, c'est utilisé sur trois typologies de projets. Donc, on va avoir le premier qui est donc tout ce qui est réseau de chaleur, en général, qui est géré par la collectivité, où on peut avoir des quartiers voilà, qui sont gérés avec des réseaux de chaleur bois. Donc, par exemple, sur Montpellier, on va avoir toute la zone de la Motte Rouge, qui est un réseau de chaleur de bois euh, et qui va, par exemple, alimenter les facultés et les hôpitaux qui sont à côté. Ensuite, on va avoir des réseaux techniques qui peuvent alimenter un ou plusieurs bâtiments. Donc, en général, le réseau technique, ça va être ce qui va concerner la copropriété. On peut avoir un même réseau technique pour plusieurs bâtiments ou pour plusieurs copropriétés, par exemple, peut se faire aussi. Là, on va se concentrer vraiment sur la chaudière et la chaufferie bois dans le cadre d'une copropriété, mais on peut effectivement relier plusieurs bâtiments. Et enfin, on a le classique chaudière ou poêle chez le particulier qu'on peut retrouver donc en maison ou en logement individuel, qui est encore une autre partie du système de bois énergie. Donc, en termes de combustible, à l'heure actuelle, on retrouve cinq grands types de combustible bois. Donc, on a la plaquette et le granulé. Ça, c'est vraiment les deux combustibles qui sont utilisés sur tout ce qui est chaudière automatique. Mais on a également le bois bûche qui peut être utilisé dans les poêles ou les cheminées. On a aussi les systèmes de briquettes ou tout ce qui est copeaux, sciure, écorce. En général, c'est plus pour démarrer des feux dans ce genre de cas, mais ça peut être aussi utilisé dans certaines chaufferies industrielles. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur la plaquette et le granulé. Donc les granulés, ça va être le cœur du sujet, puisque c'est vraiment les chaufferies individuelles qu'on peut avoir ou le petit collectif, donc ce qui va nous intéresser, sachant que la plaquette, elle est plus compliquée à gérer. Et dans le cadre des copropriétés, il faut le mettre de côté. C'est-à-dire que c'est bien adapté sur tout ce qui est réseau de chaleur et grosses chaufferies, puisqu'on peut, on peut consommer en grande quantité. Les chaudières sont plus adaptées aussi à avoir peut-être parfois des problèmes de combustible. Et on est vraiment sur du chauffage en grande quantité, alors que le granulé sera plus adapté sur des petites chaufferies. On peut quand même monter jusqu'à 200 ou 300 kilos avec du bois granulé. Donc, si on fait un peu le point sur ces deux combustibles, on a en fait une faible évolution du prix de la plaquette de bois, vu qu'elle se vend essentiellement en vrac, donc livrée par camion. Elle est beaucoup moins euh, dépendante, on va dire, des aléas qui peuvent être créés, que ce soit par exemple la peur des ménages sur le manquement de bois d'année en année et qui du coup font des réserves. Vu qu'ils font des réserves sur le granulé, la plaquette est moins impactée par ce genre de problématique. Et par contre, le granulé a pris en, en prix. Alors c'était différent de la géopolitique, euh, mais on peut voir une évolution quand même assez importante, on va dire, sur les 2 dernières années à cause justement des crises de l'énergie et des gens qui ont pu faire des réserves. On parlera un petit peu après de tout ce qui va être approvisionnement et on va se concentrer sur l'évolution des prix. Donc là, sur ce graphique, on voit qu'on a donc l'électricité, donc tous les chiffres qu'on a d'affichés ici, on est sur un ménage type, donc c'est sur une maison, mais ça vous donne un peu une évolution des tarifs. On voit que l'électricité, du coup, a augmenté d'année en année jusqu'en 2022. Euh, c'est l'énergie qui a le plus impacté, on va dire, de la géopolitique avec la crise de l'Ukraine et, l'augmentation du prix des énergies avec les énergies renouvelables, tout ce qui est lié au nucléaire. Ensuite, on a le propane. Bon, le propane est quand même moins utilisé en milieu urbain, mais on peut le retrouver dans,
dans d'autres catégories, que ça peut être en milieu ruraux, comme on peut le rencontrer sur certains bâtiments, entre autres par exemple sur tout ce qui est, euh, je vais trouver mon mot, sur tout ce qui est touristique. Voilà, ça c'est des choses, on peut avoir des gîtes qui tournent au propane, on peut avoir des maisons individuelles qui tournent au propane, mais c'est vrai qu'en ville, on a l'avantage d'avoir le gaz naturel qui, euh, qui permet de pouvoir assurer toutes ces notions de gaz et l'alimentation en gaz. Ensuite, on va avoir le fioul domestique. Le fioul, on le retrouve quand même assez présent finalement encore en ville. On rencontre encore des copropriétés qui sont au fioul et qui changent au fur et à mesure de système énergétique. On a pas mal de maisons individuelles aussi qui sont restées au fioul, puisque c'était une énergie qui était très peu chère pendant longtemps et qui permettait d'être stockée aussi sur place et de pas forcément être connectée au réseau. Et enfin, on va avoir du coup le bois granulé qui, lui, a augmenté. Donc là, on est sur une vue ménage. C'est pour ça que le tarif est assez élevé, puisqu'on est plutôt sur l'utilisation en sac. Et l'utilisation en sac a plus pris, on va dire, de l'augmentation et comment dire, de la raréfication qu'on pouvait avoir du bois à certaines époques de l'année. Donc on remarque que finalement, le gaz et le bois granulé sont les deux énergies qui sont assez intéressantes. Ça, c'est les chiffres qui allaient jusqu'à 2022. Et si on regarde un peu plus en particulier les tarifs du bois, donc au deuxième trimestre 2023, donc c'est les éléments qui ont été surlignés en jaune. Donc on va voir que finalement, au niveau de la distribution en vrac, à la sortie producteur, on est en fait à 300 euros à peu près de la tonne. Et que quand on passe par le distributeur avec livraison, on est plutôt autour des 430 euros. C'est un tarif, on a quand même une différence du coup de 30% entre la partie producteur et distributeur. Et il y a la possibilité de s'approvisionner directement chez le producteur. Ça arrive, il y en a qui le font. Il y a des producteurs qui livrent directement et qui ne passent pas par des distributeurs. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des différences de tarifs, puisque du coup, le distributeur se fait également une marge au niveau de la vente. Euh, les intérêts du coup des combustibles bois, c'est donc quand même une indépendance aux énergies fossiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le bois n'est pas impacté comme pourrait être l'électricité était indexée sur le marché du gaz, par exemple. Et en fait, vu qu'il est très local, on a une indépendance des énergies fossiles et on a quand même une indépendance des fluctuations géopolitiques. Ce qui permet d'avoir une évolution quand même qui est maîtrisée du coût global de l'énergie, puisqu'en fait, par exemple, le transport qui va être impacté par le gaz ou par tout ce qui va être énergie fossile, ça représentera finalement que 20% du prix final de l'énergie. Donc ça amène forcément à une évolution plus maîtrisée des prix. On a l'avantage d'avoir du coup des partenariats très proches avec des acteurs locaux. Donc, comme je disais, on peut avoir par exemple des productions à la Salvetat sur Agou dans l'Hérault. On a des productions aussi dans euh, les autres départements qui sont autour de nous. Ça peut être l'Aude, ça peut être le Gard, ça peut être l'Aveyron, la Lozère et le Tarn. Vraiment, ça, c'est des zones qui produisent en particulier quand on remonte vers les Cévennes. Le coût d'investissement aussi est assez maîtrisé, c'est-à-dire que euh, les chaufferies bois et tout ce qui va être lié à l'investissement, que ce soit la chaudière, le silo, etc., c'est des coûts qui sont assez maintenus dans le temps, qui ont plutôt tendance à baisser en termes de coûts de production, mais qui sont quand même sensibles, on va dire, à l'inflation, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une augmentation des tarifs des chaudières par rapport à ce qu'on pouvait y avoir il y a 3 ans. C'est une énergie qui permet de mixer les énergies utilisées. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, en France, on utilise beaucoup d'électricité, de gaz. Et en fait, cette énergie permet aussi de pouvoir mixer. Elle est très utilisée sur tout ce qui est chauffage. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt, on va dire, direct à créer de l'électricité avec. Mais c'est des choses qui se font puisqu'on peut avoir des systèmes de cogénération comme on a d'ailleurs sur la métropole de Montpellier, mais ça reste une énergie de chauffage et c'est son intérêt premier. Donc sur cette partie-là, ça peut être intéressant de pouvoir développer toute la notion
de bois et de son utilisation au niveau du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. On a des retombées économiques qui sont directes, puisque du coup, c'est sur le territoire. Et c'est aussi une énergie qui est euh, du coup assez faible et qui permet de pouvoir lutter contre la précarité énergétique parce qu'on n'est pas sur des tarifs comme l'électricité. Et ensuite, on a tout ce qui est création d'emplois locaux parce que pour tout ce qui peut être plateforme bois qui peuvent se développer, bah, du coup, on va avoir des emplois qui seront directs. C'est un intérêt qui peut s'entendre aussi d'un point de vue collectivité. Si on vient un peu plus au cœur du sujet, donc au niveau de la chaufferie en elle-même, le fonctionnement est celui qu'on va voir sur le schéma, c'est-à-dire qu'on a un silo. Ce silo, il est connecté à la chaudière. Il vient apporter naturellement le granulé jusqu'au cœur de chauffe qui va permettre de pouvoir consommer le combustible. Et ensuite, avec cette chaudière, comme une chaudière gaz, on vient alimenter un réseau d'eau. Et donc, on va avoir un ballon tampon. Le ballon tampon, il sert à la fois euh, de réserve d'énergie, c'est-à-dire que si par exemple vous éteignez votre chaudière la nuit, eh ben, on aura quand même une quantité d'eau chaude qui sera préservée pour le matin et donc ça évitera d'avoir des pics d'appel de puissance au niveau de la chaudière. Donc ce ballon tampon permet de faire le lien avec les réseaux de distribution, mais également ça peut aussi être un ballon tampon et de réserve d'eau chaude sanitaire. Voilà. Et après, on a l'extraction classique des fumées qui se fait avec une remontée de cheminée qui peut s'utiliser soit des fois dans des conduits existants au niveau des copropriétés, soit sur d'anciens conduits, par exemple, de fuel. On retrouve les mêmes sorties ou de gaz. On peut réutiliser les mêmes cheminées en les améliorant et en gérant tout ce qui est réglementation. Et donc à gauche, vous avez un exemple d'une chaufferie qui a été installée. Donc là, on peut voir directement la chaudière et juste à gauche, en fait, on a le silo de stockage. Le stockage, il peut se faire de deux façons. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle les silos géotextiles. Ils ont l'avantage, en fait, d'être faciles d'installation. On a juste à installer les piquets et le géotextile. Ils peuvent s'adapter à la plupart des pièces. Et en fait, en général, ils sont moins chers parce que ça coûte moins, il y a moins de génie civil, etc., comme on peut le voir avec un silo maçonné qu'on verra juste après. Et donc, du coup, voilà, ça limite les frais d'investissement. Mais du coup, on a des stockages qui sont assez limités parce qu'on ne peut pas dépasser euh, un certain volume maximum. Et voilà, on est limité au modèle qui existe. Alors que sur la pièce de réserve, on a la possibilité en fait d'adapter une pièce qui était utilisée. Par exemple, on peut se retrouver dans des pièces où il y avait des cuves fuel, où en fait on enlève les cuves, on enlève la cuve et on peut installer toute la pièce de réserve pour le bois granulé. Et ça permet de pouvoir adapter vraiment en fonction de l'environnement qu'on a, que ça puisse être des sous-sols, par exemple, dans les copropriétés. Voilà, c'est bien adapté de ce point de vue-là. C'est sur mesure. Et, euh, et par contre, ça entraîne du coup des tarifs plus élevés d'installation, puisqu'on a tout un système de génie civil à mettre en place. Par exemple, on peut avoir des créations entières de pièces de réserve qui permettent de pouvoir du coup s'installer euh, à côté de la chaufferie, mais voilà, ça représente des coûts supplémentaires et donc on est quand même des fois, je dirais, au double ou au triple d'un prix d'un silo géotextile. Ensuite, la livraison du granulé, elle se fait du coup par camion souffleur. Donc en fait, le camion, il vient jusqu'à un endroit qui a été dédié pour. Donc ça, c'est quelque chose qui se vérifie, par exemple, quand on fait une étude de faisabilité, de voir jusqu'où on peut amener le camion. Est-ce qu'on a la bonne distance pour pouvoir amener les granulés avec la gaine. Voilà, des fois, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de coude, qu'il n'y ait pas de... On a quand même des grandes distances qui peuvent être couvertes, mais il faut vérifier que l'accès soit facile et qu'on n'ait pas des soucis en fait de gaine qui puissent enfin, se couper ou alors empêcher on va dire l'expulsion des granulés depuis le camion. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux bouches en sortie de mur où en fait on va venir justement brancher le camion et on va avoir un système de, comment dire, d'envoi de granulés et de l'autre côté on va récupérer l'air en fait qui va sortir de, du silo. Et ensuite voilà, on retrouve encore un autre schéma du coup de système de chaufferie.
Donc pour venir sur l'approvisionnement qui est quand même important et qui représente, on va dire, euh, le, le plus gros questionnement auprès des gens et qui est un élément qu'il ne faut pas mettre de côté parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir se sécuriser en tant que client. Et la copropriété, du coup, si elle met bien en place un bon système d'approvisionnement et un bon contrat, le fonctionnement se fera beaucoup mieux et on sera moins sensible aux aléas comment dire, de raréfaction de bois, pour le dire comme ça. Euh, du coup, on a des critères techniques qui sont importants à prendre en compte. Donc, on a le respect de l'environnement. Il faut savoir que l'ADEME demande un certain respect des forêts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le bois comme on veut dans les forêts. Euh, le bois granulé, il faut savoir que c'est un avantage, c'est que on ne coupe pas des arbres pour créer du granulé. En fait, le granulé, ça a été une valorisation des déchets de la filière bois. C'est-à-dire que tout ce qui était bois d'œuvre, on utilisait pour pouvoir faire des piquets, des palettes, etc. Tous les déchets n'étaient pas utilisés et donc ces déchets-là ont été récupérés et on les a mis sous forme de granulés de manière à pouvoir les réutiliser et à leur donner, on va dire, une seconde vie. Et donc, dans ce cadre-là, l'ADEME, elle, décide quand même que dans le cadre d'utilisation des forêts, il fallait que ce soit une gestion durable, c'est-à-dire que le but n'est pas de raser une forêt existante, mais de pouvoir l'utiliser et de, de la rendre pérenne dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a des produits qui sont certifiés. En général, on a du PEFC ou du FSC ou équivalent, donc tout ce qui est protection des forêts. Euh, et ensuite, on a des seuils et des taux à respecter, on va dire, en termes de granulés. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, pour le granulé, on estime qu'il y a au moins 20% de la part du granulé qui vient euh, de surface forestière, comment dire, euh, sous certification. Et la plupart du temps, on est sur du 100%, surtout quand on vient chercher au niveau des producteurs voisins. Pour venir un peu plus loin dans le respect des critères techniques, on a donc la charte qualité bois énergie Occitanie, donc ce qu'on appelle QBO. Donc le but, c'est de, de, de prendre un maximum de producteurs et de plateformes de bois qui viendraient en fait se rentrer dans cette démarche QBO. Cette démarche, elle a pour objectif d'accompagner les professionnels du combustible, en général en bois déchiqueté, mais on a aussi tout ce qui va être granulé de bois qui va être pris en compte. Et le but, c'est d'avoir une amélioration de la qualité du combustible qui va être livré. Donc, on a des engagements qui sont mis en œuvre et on a aussi l'avantage d'avoir des bons de commande qui sont bien précis. Voilà, il y a différents sur ces 7 engagements. On a la partie qualité du bois, mais on a aussi la partie qualité de service. Au niveau des critères techniques, donc voilà, la nature et l'origine géographique, c'est un élément qui est assez important parce qu'effectivement, si vous faites venir votre bois de Pologne, comme des fois ça a pu arriver, bah, c'est pas forcément optimum et on perd tout l'intérêt, on va dire, du bois énergie dans son utilisation. Donc, on a le combustible qui est caractérisé. L'avantage sur le bois granulé, c'est que c'est une et le granulé est vendu selon certaines caractéristiques techniques qui, elles, ne bougent pas et qui permettent d'avoir on va dire, un pouvoir calorifique qui ne changera pas. Et donc, du coup, on est sûr qu'au niveau de la chaudière, ça fonctionnera comme il faut parce que on a une granulométrie qui est vérifiée. Voilà. On a tout un ensemble de caractères techniques qui permettent euh, d'avoir un bon fonctionnement. Ensuite, on a la concurrence aussi, qui est un des critères techniques importants. Comment dire, les plateformes se développent de plus en plus et on demande d'ailleurs euh, l'ADEME essaye de pousser des plateformes de bois et de développer le bois en Occitanie de manière à pouvoir avoir suffisamment de concurrence et de ne pas se retrouver avec en fait une entreprise qui gérerait la totalité de la filière bois et qui pourrait du coup se permettre de par exemple jouer sur les prix ou voilà, de gérer un peu le service comme il voudrait. Donc ça, c'est quelque chose qui essaie d'être mis en place. Et dans ce cas, quand on cherche à avoir un contrat d'approvisionnement, c'est hyper important de pouvoir justement chercher plusieurs devis
et plusieurs fournisseurs de manière à avoir des éléments comparatifs et de pouvoir choisir en fonction, du producteur qui nous intéresse le plus. Et ensuite le respect des déchets parce que, dans la gestion du bois, il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, heu, comment dire? Qu'on respecte l'environnement aussi, dans cette mise en place. Ensuite, on va avoir tout ce qui est entretien et maintenance. C'est quelque chose qui est important pour toutes les énergies, comme les chaudières gaz, ou chaudières fioul et c'est encore plus important, j'ai envie de dire, dans le bois parce que, c'est ce qui va permettre déjà aux professionnels de pouvoir, s'améliorer sur le domaine du bois, puisqu'il n'y a pas tous les professionnels qui sont en capacité, de pouvoir, installer une chaudière ou, de pouvoir faire de la maintenance. Alors ça s'est développé beaucoup et dans notre secteur, on en a quand même suffisamment pour pouvoir, créer des installations bois. Mais voilà, c'est important de pouvoir avoir, un bon entretien et une bonne maintenance, de la chaufferie. Donc il y a des fréquences d'entretien. Donc le descendrage, on dit en général qu'il est quotidien, mais ça dépend quand même de la taille de la chaufferie et des besoins en énergie. Plus la chaufferie est petite et moins on consomme et moins il y aura besoin de descendrage. Elle est aussi, le comment dire? Heu, c'est important aussi d'avoir un bon calibrage de la chaudière puisque grâce à ce calibrage, on va avoir une bonne combustion du bois et donc moins, de particules émises et également moins de cendres émises. Donc ça permet de descendrer moins souvent. Soit ça peut se faire soit par le prestataire qui s'occupe, de l'entretien de la chaudière, soit ça peut se faire par exemple par une personne du conseil syndical qui, en période de chauffe active, donc en général l'hiver, va devoir, descendre. Donc en fait, c'est un petit récipient qui est en dessous de la chaufferie, de la chaudière pardon et on vient le vider parce qu'il se remplit, assez vite et en général, on le verse dans un petit sac à côté et ce sac, il est récupéré du coup, par l'entreprise qui fait la maintenance. Alors, ça produit pas tant de cendres que ça quand même parce qu'on peut se retrouver hem, avec juste, des blocs, de cendres et en fait, ils sont évacués, finalement que, 2 fois par an, en début de chauffe et en fin de chauffe, par exemple. Ensuite, en bimensuel, donc on a le nettoyage des surfaces d'échange. Donc ça, normalement, c'est pareil, c'est à l'entreprise qui vient, de s'en occuper. Trimestriellement, on va avoir donc la vérification de l'étanchéité des portes, le nettoyage du ventilateur, la vérification du système d'alimentation automatique. 2 fois par an, donc là, fait par un professionnel RGE. Donc en général, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une installation faite par un professionnel RGE au moment de la mise en place de la chaufferie et de pouvoir garder par exemple ce professionnel ou de trouver un autre professionnel RGE sur toute la partie entretien et maintenance. En général, il le propose aussi dans les devis. Et donc là, on va avoir tout ce qui est ramonage du conduit de fumée. Et ensuite la vérification aussi de tous les organes, de sécurité hydraulique. Et enfin, une fois par an, on a la vérification de l'appareil, du silo à granulés et avec un nettoyage complet puisque du coup le silo, on va aussi avoir, une quantité de poussière qui est produite par le bois en lui-même et donc du coup cette poussière on l'enlève. Déjà elle vient prendre de la place inutilement, mais aussi elle peut en fait, ajouter de la poussière dans le cœur de chauffe et donc on peut perdre en rendement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des choses qui se nettoient, suffisamment, fréquemment pour pouvoir, en fait, obtenir un meilleur rendement de la chaudière. Il faut savoir que, les chaudières sont, labellisées. Donc en fait, on va avoir des chaudières, à bois qu'on appelle flamme verte, qui correspondent à, un rendement suffisant de la chaudière, à, des émissions de particules, que ce soit CO2, que ce soit particules fines, et cetera, qui sont limitées et qui permettent en fait, d'avoir, des chaudières de qualité et heu et donc du coup un bon fonctionnement de la chaufferie. Il y a des règlements qui sont mis en place, il y a des normes françaises, des normes européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui se vérifie, facilement en fait, à l'achat de la chaudière. Sur le devis, on a le modèle et l'ADEME d'ailleurs, dans le cadre de subventions, demande forcément à ce que, les chaudières installées soient, au minimum flamme verte, 7 étoiles, je crois. C'est un nombre d'étoiles à chaque fois et voilà, donc ça permet d'avoir une vérification de la qualité de la chaudière. Et ensuite, pour tout ce qui est frais d'entretien et frais de maintenance, en général, on est sur le double d'une installation gaz. Voilà, à peu près.
On va attaquer du coup les aides financières. Donc, on va commencer par le fonds chaleur avec l'ADEME. Donc, en fait, on va avoir déjà une aide aux études de chaufferie bois énergie. Donc, tout ce qui est études de faisabilité, on a une aide maximale qui est couverte à 70% du prix de l'étude. Donc, dans un maximum de 50 000 euros, en général, on n'est jamais à ce taux-là d'études, mais voilà, c'est quand même le maximum qui peut être pris en compte. Les critères d'éligibilité, c'est que l'entreprise soit RGE études ou OPQIBI, donc ça c'est de référence au niveau qualité ou équivalent. Donc ça, voilà, c'est précisé dans le cahier des charges de l'ADEME. C'est des choses qui sont à prendre en compte et à demander s'il faut au niveau du délégataire qui s'occupe de la distribution des aides. Il faut une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une chaufferie biomasse et donc c'est une étude de faisabilité ou une ingénierie des installations de production. Et en contrepartie, normalement, le bénéficiaire s'engage donc à inviter l'ADEME à participer au comité de suivi de l'étude. Donc ça, c'est dans le cadre vraiment des grosses études de chaufferie. Sur les études simples, l'ADEME n'est pas nécessaire d'être invité. Donc sur les copropriétés, ce sera pas nécessaire. Il y a des notions de communication qui sont spécifiées dans les règles générales de l'ADEME. Ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur les sites. Et sur le cas des grosses études, on peut avoir une demande de rapport d'avancement ou de rapport final de l'opération. Donc en général, c'est juste le rapport final de l'étude qui est à distribuer, à faire remonter au niveau du financeur. Maintenant, on va passer sur la partie investissement pur. Donc là, c'est pareil, le fonds chaleur continue de financer ces éléments-là. Donc c'est des aides qui sont forfaitaires. Donc on a 20 euros du mégawattheure produit d'énergie bois sur 20 ans. Donc en fait, ça fait 400 euros du mégawattheure produit. On verra dans les retours d'expérience plus tard à peu près à quoi ça correspond. Mais ça fait quand même un bel investissement, euh, enfin une belle subvention au niveau des prix d'investissement. C'est pareil, là, il y a des critères d'éligibilité, donc il y a des contraintes de caractéristiques de la chaudière, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le rendement, la qualité de l'air, des émissions. Donc ça, en fait, on l'a très rapidement en prenant des chaudières de catégorie flamme verte. Hem, Si on dépasse une chaudière de 200 kilogrammes, il y a l'obligation d'avoir fait une étude de faisabilité, donc étude qui peut être, comme je disais, aidée juste avant. Et en fait, quand on est sur des chaudières qui font moins de 200 kilogrammes, une simple analyse d'opportunité suffit. Ensuite, donc il faut une qualification RGE, donc soit sur le bureau d'études, soit sur la maîtrise d'œuvre, soit sur, l'entreprise qui fait les travaux. Ça, c'est important parce que ça permet en fait de vérifier que parmi les prestataires, il y en ait au moins un qui ait l'habitude de mettre en place ce genre d'installation et de vérifier par exemple le dimensionnement, et la mise en place de la chaufferie. Il y a un compteur de chaleur puisque forcément vu qu'on est sur des aides forfaitaires, heu, on a une partie qui est, donnée d'avance. Enfin, comment dire? On a 80 qui sont forcément, donnés à la fin de l'installation de la chaudière, mais on a 20 en fait qui est, mis à niveau en fonction de la production d'énergie qui aura 1 an après la mise en service. Donc pour vérifier en fait, l'annonce de, de production bois, est-ce qu'elle est, équivalente à ce qui avait été, à ce qui est produit, finalement, in fine. On a aussi la mise en place obligatoire d'un système de télégestion. Donc en fait, on vient mettre de la régulation, sur la chaudière et sur tout le système, de la chaufferie et énergétique de manière générale. Ça permet d'avoir des meilleurs rendements, de pouvoir suivre en direct aussi, la production de chaleur et de pouvoir avoir une meilleure gestion, puisqu'en fait la régulation en général permet de faire des économies d'énergie, assez rapidement au niveau des copropriétés ou des personnes, qui en installent. Et enfin, du coup, le plan d'approvisionnement de la biomasse avec les exigences qui sont demandées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur toute la partie approvisionnement qui est quand même très importante, de manière à pouvoir, sécuriser, la copropriété. Ensuite, on a des aides régionales à l'investissement qui viennent s'ajouter. L'élément important à avoir en tête, c'est que donc le projet doit être porté par le syndic. Il faut forcément un SIRET, le syndicat de copropriétaires,
de lui-même ne peut pas faire la demande. Il faut forcément qu'il y ait, le syndic qui le fasse. Que ce soit un syndic bénévole ou un syndic professionnel, les 2 peuvent avoir un SIRET. Voilà, c'est juste que du coup, le bénéficiaire se fera via le syndic et après, redonnera, comme on a l'habitude au niveau des règles, de copropriété. Là, on est à 50 du surcoût par rapport à une solution de référence, heu, qui en général est une solution gaz qui est prise de référence et le surcoût qui est apporté, heu, la région vient, donner 50 là-dessus. Il faut savoir qu'au niveau des aides des investissements, ce sera d'abord l'ADEME, qui va prendre, l'aide forfaitaire. Si jamais il faut compléter, ce sera alors la région qui viendra compléter, les aides nécessaires et donc là, en termes de critères d'éligibilité, on est en fait sur les mêmes systèmes que l'ADEME. Ils sont calés sur les mêmes caractéristiques et en plus du coup, j'ai laissé donc le la liste des dépenses éligibles. Finalement, ce qu'il faut se retenir en dépenses inéligibles, on va avoir tout ce qui est chaudière d'appoint, tout ce qui est, dépose par exemple des anciennes chaudières ou tout ce qui est lié en fait, à la partie réseau secondaire. Donc le réseau primaire, on a vraiment la chaufferie en elle-même, avec la chaudière, le ballon tampon, le silo et cetera et la partie, secondaire, on va avoir finalement tout ce qui est radiateur et réseau hydraulique, voilà, après, la sortie chaudière. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas éligibles et c'est pareil, on a un suivi énergétique, comme pour l'ADEME et dans le cadre, de projets qui dépasseraient les 150 000 € d'investissement, c'est plus la région qui finance, mais en fait, c'est, le FEDER. Donc le programme en cours, c'est, FEDER OS2I. Ça, c'est le programme qui finance tout ce qui est, énergie renouvelable. Donc on est sur le même principe, c'est le syndic, qui est bénéficiaire. On a des contraintes, un peu plus importantes avec le FEDER qu'avec la région et il faut savoir aussi que, c'est assez contraignant de passer par le FEDER parce que c'est des étapes administratives supplémentaires à prendre en compte et des fois c'est décourageant et ça arrive souvent d'être retoqué sur certaines pièces et cetera, administratives. Donc de manière générale, si la chaufferie, peut faire un prix d'investissement inférieur à 150 000 €, c'est plus simple pour les copropriétaires ou, ou les professionnels qui pourraient les accompagner. Donc ce qui est important à retenir, c'est que, sur, la région, on a des acteurs, sur le terrain. Donc nous, dans le département, c'est le syndicat, Héro Énergie qui s'en occupe. Il y a les contacts du coup, qui sont mis à disposition si jamais, vous souhaitez les contacter. Ils ont en fait, l'avantage de pouvoir réaliser les analyses d'opportunité qui, du coup, des fois sont nécessaires, pour les petites chaufferies. Donc, la plupart du temps pour les copropriétés, ça rentrera dans ce cadre-là et ça permet aussi d'avoir une aide à la décision pour les copropriétaires. C'est-à-dire que cette analyse d'opportunité, en général, elle est, hem, on va avoir la possibilité de mettre en place le bois, comparé par exemple à, un système gaz ou à un système de pompe à chaleur. Voilà, ça permet d'avoir un comparatif sur les prix d'investissement, sur les aides qui peuvent être touchées, sur les prix d'exploitation. Voilà, donc c'est un peu les référents, sur le territoire et c'est aussi, les délégataires des aides ADEME, c'est-à-dire que quand il y a une dépose d'aide, ADEME qui se fait, maintenant c'est le syndicat qui s'en occupe. Voilà, donc c'est les contacts à retenir, sur le département. Ensuite, en parallèle, on a un observatoire, qui a été, mis en place, sur la région. Cet observatoire, il est géré, par les COFOR, donc les collectivités forestières. Et ça permet en fait d'avoir un suivi, sur la filière bois sur la région. Donc on peut y retrouver par exemple, l'annuaire des professionnels, qui sont, qualifiés dans le bois énergie. On va avoir des ressources statistiques, une cartographie qui est, très intéressante et assez bien faite qui permet, de voir, toutes les installations qui ont été recensées, sur la région. Donc elles sont pas toutes recensées dedans. Je préviens d'avance, des fois ça n'a pas forcément été, mis, en place, surtout si, il n'y a pas eu de lien direct entre, par exemple, le syndicat et une installation de chaufferie. Mais voilà, vous pourrez retrouver des informations, des exemples, existants, sur cette cartographie-là. Il y a un petit questionnaire qui existe, pour savoir, est-ce que c'est pertinent d'avoir du bois, sur le projet? Ça renvoie également, au syndicat, les résultats. On a des simulateurs, voilà. Ce qu'on peut retenir, du coup,
en Occitanie. Donc du coup, pour le moment, on a 2 000 installations, qui sont enregistrées depuis 2012 et ça représente 1 092 chaufferies automatiques en fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui ont été, abandonnées. Par exemple, on a des études de faisabilité et cetera. On a plusieurs exemples, mais on en a plus de 1 000 qui finalement sont en fonctionnement en 2022. Hem et donc au niveau des chiffres dans l'Hérault, il faut retenir que donc on a 104 chaufferies bois en fonctionnement. Ça représente 35 000 tonnes, de bois consommé et ça représente l'équivalent de 55 mégawatts installés, sur le territoire. Donc il y a le site, internet qui sera mis à disposition avec la rediffusion du webinaire qui vous permettra d'aller voir le site internet, heu de l'Observatoire Bois Énergie. Sachant que cet observatoire, il est également financé par l'ADEME, la région, la DRAF, le département, voilà, pour que ça fonctionne, en continu. Maintenant, on va passer du coup au retour d'expérience qui est, les éléments quand même, les plus attendus, sur ces questions d'installation. Donc la première, c'est une copropriété pardon, en rénovation, donc la copropriété Pasteur. La copropriété, elle date, du coup, du début du siècle dernier. Mais le projet est un projet donc, de 2023, c'est-à-dire que ça fait déjà 2 ans que la copropriété, est sur, ce projet bois et en parallèle, a un projet de rénovation, énergétique du bâtiment. Hem, Ils ont prévu donc, au niveau de l'étude de mettre une chaudière de 45 kilowatts. Le silo du coup, on aurait du 7 mètres cubes, donc en surface en fait utilisée, ça représente à peu près, 5 mètres carrés. L'investissement total, c'est donc, 51 000 € hors taxes et quand on fait le point donc des subventions ADEME avec, l'aide du fonds chaleur, il y a, à peu près 20 000 € qui est apporté et ensuite le reste est pris en charge par MaPrimeRénov' puisqu'on est dans le cadre d'une rénovation, totale. Ce qui fait un reste à charge en hors taxes de 13 000 € collectif, donc après, répercuté sur les copropriétaires, en plus des travaux, de rénovation. Et donc en fait, quand on fait un comparatif entre les consommations en fioul qu'ils avaient, en 2022 et la chaufferie prévue, donc qui était normalement prévue pour 2023, mais qui a été repoussée, pour pouvoir faire les travaux de rénovation ensemble, on était donc à une différence de fioul qui était, à 52 000 mégawattheures par an, alors que le bois, on était à 49 000. Ça, c'est lié du coup à la mise en place d'une chaudière avec un meilleur rendement que la chaudière fioul installée. Et donc on a un prix de combustible, à l'année qui était de 8 000 € pour le fioul, alors que pour le bois, on est à 5 000 €. Ça représente sur, du coup pour 11 tonnes, on est à peu près sur, 490 € la tonne, ce qui est dans les tarifs moyens, qu'on a pu voir, tout à l'heure. Et ensuite du coup, j'ai ajouté aussi les prix de la maintenance puisque, sur les chaudières fioul ou gaz, on est quand même sur des maintenances plus faibles que, sur le bois énergie. Et ce qui leur fait quand même une économie financière de 2 179 € par an au niveau de l'exploitation et pour montrer quand même le chiffre important d'un point de vue environnemental, on est aussi, sur, 15 tonnes équivalent CO2 évitées par an, du coup avec le passage du bois. Si on prend, le deuxième exemple en rénovation, du coup, c'est la copropriété, Adam de Craponne. Donc là, c'est une copropriété qui date plutôt des années, 60. C'est pareil, là, le projet, il est en cours, en parallèle d'un projet de rénovation du bâtiment, de rénovation énergétique. Du coup, là, on est sur une chaudière qui a une plus grosse puissance, on est quand même à 150 kilowatts. Donc forcément, le coût d'investissement total est aussi, heu, beaucoup plus grand que sur la copropriété précédente et on a un silo qui est beaucoup plus grand puisqu'on a du 39 mètres cubes de prévu. Donc, un investissement total d'environ 150 000 €. Là-dessus, on a donc le forfait de l'ADEME qui vient récupérer 53 000 et le forfait de la région qui vient prendre à peu près 30 000 €. Ce qui fait qu'on a un reste à charge de 66 000 €, ce qui représente à peu près, un peu moins de la moitié finalement du prix d'investissement. Au niveau des consommations, c'est pareil, si on fait un comparatif fioul ou bois pour les prix de la même année, donc on aurait une consommation de 46 tonnes de bois. On a, plus de consommation de fioul, on est à 246 000 kWh. Ça, c'est, pareil, on est à 220 000 pour le bois, c'est lié au rendement de la chaudière en elle-même.
Et sur un prix de combustible, du coup, de fioul où on était à 20 000, on passerait sur du bois à 16 000. Donc, malgré la maintenance qui augmenterait au niveau de l'exploitation euh, et de l'impact financier, on aurait quand même une économie de 2 000 € aussi à peu près sur la copropriété à l'année. Et là, par contre, ça représenterait 71 tonnes équivalent CO2 par an en moins. C'est lié du coup forcément à la consommation qui est plus importante que la copropriété précédente. Et là, on a 3 bâtiments et donc ça permet de pouvoir connecter, comme je vous parlais de réseau technique, on a une chaufferie pour 3 bâtiments au sein de la même copropriété. Et ensuite, on vous présente aussi également un exemple dans du neuf. Donc là, c'était une copropriété, qui datait de 2011, donc le projet bois a été, intégré dedans directement. Ils ont mis en place une chaudière de 130 kilogrammes et ils ont un silo de 26 mètres cubes. Donc là, en termes de consommation, on est dans l'entre-deux et en termes d'investissement, on est aussi un peu dans l'entre-deux. Donc voilà, ça vous permet d'avoir 3 typologies de copropriétés. Donc là, on est sur les mêmes quantités de consommation parce qu'on serait sur les mêmes rendements dans l'installation dans du neuf. Le combustible gaz était quand même plus élevé que le combustible bois. La maintenance était un peu différente et pour le coup, on se retrouve avec des économies qui sont moins importantes, heu, financières, mais voilà, pareil quand même des économies environnementales qui sont toujours intéressantes puisqu'on économise 28 tonnes équivalent de CO2. Faut pas oublier aussi que un des arguments de mettre en place du bois, c'est l'aspect environnemental. Et donc là, on a le montant, des travaux totaux, sur la partie chaufferie. Avec, le détail, ça vous permet aussi de savoir un peu ce qui est, représenté, dans les montants. Donc on a toujours la chaudière et périphérique qui coûte le plus cher, de par la chaudière en elle-même, de par les ballons, de par tout ce qui est, périphérique électrique qui pourrait être utilisé ou hydraulique au niveau de la chaufferie. On a une part de génie civil, donc là on avait une partie, de construction de bâtiments. On a toujours la partie ingénierie et la partie traitement des fumées, voilà, qui regroupe en fait, si vous voulez, les 4 gros postes, d'investissement, au niveau de la copropriété. Avant de finir, la présentation, est-ce que vous auriez des questions particulières, que vous souhaiteriez poser? Parce que du coup, c'est le moment de pouvoir y répondre. Ça peut se faire par chat ou par micro si c'est plus simple aussi pour vous. A priori, non, de toute façon. Ah, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Alors les radiateurs, donc l'avantage du bois quand, on vient remplacer, par exemple un système qui était déjà existant, que ce soit, un système à gaz ou un système à fioul, on a l'avantage de pouvoir réutiliser les radiateurs qui sont déjà, mis en place dans la copropriété. Heu, je vous en prie, bonne soirée. Donc c'est, un des avantages, c'est que le bois permet de remplacer vraiment, juste la partie chaufferie et ça permet de pouvoir réutiliser finalement tout ce qui est radiateur, émetteur et cetera, toute la partie secondaire dont on parlait tout à l'heure. Donc soit la copropriété décide de garder les radiateurs actuels, qu'elle possède, soit il peut aussi y avoir un remplacement des radiateurs. Si par exemple vous aviez des radiateurs en fonte, que vous voulez plus avoir de radiateurs en fonte et que vous voulez changer, on peut changer. La chaufferie bois, elle a l'avantage de pouvoir, finalement, monter en haute température et de pouvoir du coup s'adapter à des radiateurs à haute température ou des radiateurs à basse température. Elle est finalement, assez flexible là-dessus et c'est d'ailleurs ce qui permet de faire des économies des fois de changement d'énergie parce que quand on voudrait passer par exemple sur de l'électricité, bah, il faudrait forcément changer tous les anciens radiateurs qui étaient présents. Par contre, c'est pareil, c'est-à-dire que si on a des radiateurs électriques à l'heure actuelle dans la copropriété, il faudrait mettre en place un nouveau réseau de radiateurs, dans l'ensemble de la copropriété. On peut également aussi mettre seulement finalement, la chaudière pour l'eau chaude sanitaire
et par exemple garder, parce qu'il y avait un système de chaude sanitaire collectif, et ça on pourrait le réutiliser la partie bois, et par contre utiliser une autre énergie pour l'électricité. Voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. Il y a aussi des copropriétés qui ont mis du bois et du solaire thermique. Voilà, il y a plein de possibilités euh, là-dessus. Alors c'est plus agréable parce qu'en fait on a des radiateurs qui sont enfin, des radiateurs avec un échange d'énergie par conductivité. Donc effectivement la chaleur qu'on ressent, elle est plus douce. En général, c'est mieux que les radiateurs électriques classiques, comme on peut avoir des grille-pains, parce ils vont avoir tendance à sécher l'air. Et c'est mieux en général en ressenti que les pompes à chaleur, parce qu'elles vont avoir au contraire de l'air qui est soufflé. Et même si l'air est chaud, en termes de ressenti au corps, c'est moins agréable. Mais on va avoir le même ressenti que du gaz ou du fioul, par exemple, si c'est quelque chose que vous connaissiez déjà de base. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Avec plaisir. Je vais passer du coup sur la dernière diapo et si jamais de toute façon il y a d'autres questions qui viennent, il n'y a pas de souci, on y répondra juste après. Euh, donc, on a des vrais faux qui sont finalement en fait les questions assez fréquentes qu'on peut avoir au niveau du bois énergie. Donc, la forêt est en danger. Donc, du coup, c'est faux, c'est-à-dire que la surface de la forêt française et le volume du coup de bois augmentent chaque année. C'est ce que je vous disais la dernière fois au début du webinaire. Et donc, on récolte que 50% de l'accroissement biologique de la forêt à l'heure actuelle. Il faut savoir que la superficie forestière a doublé en 200 ans et d'ailleurs que les volumes d'essence feuillue croient davantage que les résineux. Donc, par exemple, en 2019, on avait 16, à peu près 17 hectares, alors que finalement, dans les années 80, on était seulement à 14 hectares. Donc, c'est hyper important d'avoir une bonne sylviculture pour préserver la forêt. Et d'après euh, euh, l'inventaire forestier qui a été mis en place par du coup l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc ce qu'on appelle IGN, la superficie de la forêt en France augmente de 0,7% par an depuis du coup les années 85. Et on a aussi une forêt qui est assez riche puisqu'elle regroupe 130 espèces d'arbres et d'arbustes euh, à l'heure actuelle. Donc en général, le deuxième avis qu'on peut avoir, c'est qu'elle n'est pas protégée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs éléments qui se mettent en place puisque on a toutes les notions de normes PEFC, FSC, etc. Ça, c'est des normes qui sont mises en place pour justement protéger la forêt. Ensuite, on utilise les déchets pour fabriquer du granulé. Donc ça, c'est vrai, c'est ce que je disais plus tôt. En fait, les granulés sont vraiment tout ce qui est valorisation comment ça s'appelle? Euh, Valorisation des déchets de la filière bois qui est utilisée dans le granulé. Puisqu'il faut savoir qu'en France, aucune forêt n'est destinée en fait à la production de bois énergie. Et le bois est toujours utilisé pour faire du bois d'œuvre, donc tout ce qui est utilisé par exemple dans le bâtiment, les panneaux, etc. Et donc du coup, on a à peu près la moitié de cette utilisation du bois qui est transformée en fait en sciage. Donc la première partie, c'est les planches, les poutres, les planches, etc. Et toutes les sciures sont récupérées pour faire des panneaux, des papiers, du papier ou du granulé. Et il y a d'ailleurs des chaufferies industrielles qui récupèrent directement les écorces et qui les brûlent en chaufferie sur place. Ensuite, on a, on fait des coupes rases pour fabriquer du granulé. Donc ça, on est dans le même principe que euh, l'information précédente. Donc le but, c'est vraiment d'avoir d'abord du bois d'œuvre et de récupérer les déchets juste pour faire de la, de- du granulé.
Donc le granulé n'est pas local, on l'importe en France, donc ça c'est vrai et faux. Donc c'est quand même une énergie locale, c'est un des éléments qui est mis en avant par la filière. Et en général, la distance entre le lieu d'origine de la matière première du granulé et le client final ne dépasse pas les 200 km. Actuellement, en France, on produit plus de 85% du granulé dont on a besoin et on en exporte 15%. Et dans ces 15% exportés, il y en a seulement 5% qui sont hors Europe. Voilà, pour faire à peu près. Donc ensuite, ça produit beaucoup de fumée. Donc ça, c'est faux, c'est-à-dire que sur toutes les chaufferies avec des nouvelles chaudières automatiques, euh, on n'a pas ce souci de fumée et de création, en tout cas, ça ne pollue pas. C'est-à-dire que, donc, comme je vous disais avec les labels Flamme Verte tout à l'heure, on a une nouvelle technologie, on a des filtres à particules qui sont mis en place, et donc la combustion, elle est contrôlée et elle est optimisée, et donc ça limite tous les déchets qu'on peut avoir, par exemple, des fois qui peut être présent en cheminée, qui pour le coup, dans ce cadre-là, n'est pas forcément toujours optimisé, ni utilisé avec du bois correct fait pour, etc. Le bilan carbone n'est pas neutre, donc ça c'est vrai et faux, c'est-à-dire que on considère en fait que le CO2 qui est émis lors de la combustion du bois, euh, elle compenserait l'émission de CO2 qui serait créée lorsque l'arbre meurt, par exemple, et fait tomber ses déchets au sol. Là, naturellement aussi, on aurait de la création de CO2 et de l'émission de CO2 à cette partie de décomposition, on va dire, de l'arbre. Et on considère que le CO2 émis est inférieur à celui que capte l'arbre pendant sa croissance. Ce qui permet en fait de considérer une neutralité au niveau de la forêt et de la chaufferie bois. Et ça rentre, enfin, c'est valable que seulement parce que on a les forêts qui sont gérées durablement. Et enfin, si tout le monde se chauffe au bois, il n'y aura pas assez de bois. C'est également vrai et faux. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, si tous les Français décidaient de se chauffer au bois, ce serait impossible de pouvoir le faire. C'est comme toutes les énergies, elle prétend pas être la seule énergie pour répondre aux besoins de la France. Le plus important, ce sera d'abord la sobriété énergétique, ensuite l'efficacité et ensuite le mix énergétique. Donc la sobriété, on consomme le moins possible, l'efficacité, on consomme le mieux possible, et enfin le mix énergétique, c'est le fait d'avoir plusieurs sources d'énergie qui permettra d'avoir un fonctionnement durable et de limiter au maximum notre empreinte carbone. Je vais répondre à la question du coup avant de passer aux prochains événements. Donc la chaufferie d'Antigone à Montpellier utilise des copeaux de bois, je crois. J'habite en Antigone et on a un chauffage collectif qui est plutôt bien. Oui, il y a plusieurs réseaux de chaleur du coup en plus. Donc c'est géré par la CERM sur Montpellier. Les réseaux de chaleur de la CERM ont pour particularité d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable qui sont mises dedans. Donc effectivement, il y en a un Antigone et je pense que c'est du bois qui est effectivement utilisé. Donc là, on est sur des plaquettes de bois, puisque comme je vous disais, c'est bien adapté sur ce genre de grosse chaufferie. Je crois qu'il y a 5 réseaux de chaleur actuellement sur Montpellier, enfin sur la métropole, et qu'il y en a d'autres qui souhaitent être développés par la CERM de manière à pouvoir alimenter un maximum des quartiers et de couvrir les besoins du territoire par des énergies renouvelables. Donc on a effectivement du bois qui est utilisé et on a aussi de la géothermie, je crois, de mémoire. Et c'est un réseau de chaleur qui est considéré vert puisqu'il y a plus de 65% euh, d'énergie renouvelable consommée. Voilà. Donc après, euh, si la copropriété, elle est déjà reliée à un réseau de chaleur, il n'y a pas forcément d'intérêt à passer sur du bois énergie. Ça peut se faire pour d'autres copropriétés, mais c'est vrai que finalement, tout ce qui est réseau de chaleur sera toujours intéressant parce qu'on est sur des coûts qui sont en général limités parce qu'ils les ont optimisés avant d'installer le réseau et c'est des systèmes qui fonctionnent assez bien. Du coup, pour terminer, on va un peu parler des prochains événements qu'on a, nous, au sein de l'ALEC.
Donc le prochain, c'est une visite de chantier d'une copropriété qui fait une rénovation globale énergétique. Euh, donc ça, c'est une copropriété qui est dans le quartier des Aubes à Montpellier. Elle est actuellement en travaux, ce qui est très intéressant parce que du coup, ça permet de voir l'isolation thermique par l'extérieur, le avant, la façade qui n'a pas été rénovée, le pendant avec les façades qui sont avec les échafaudages, et enfin la partie après, où du coup on voit vraiment la partie qui a été finie et rénovée. Euh, Ensuite, on a le salon de la copropriété au domaine de Verchamp, qui a été mis en place par l'UNIS et la FNAIM, et on s'est greffé dessus, voilà, pour vous proposer un salon de la copropriété. Donc ça peut concerner les copropriétaires ou les professionnels. Il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés lors de ce salon, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui est proposé pour savoir si ça peut vous intéresser. Et enfin, le troisième événement, c'est le webinaire sur les parkings de vélos en copropriété, voilà, qui sera animé du coup fin octobre. Et un dernier événement qui n'est pas forcément affiché sur la diapo, mais qui viendra en novembre, qui est du coup le forum copropriété que nous, on propose à la LEC depuis 3 ans, qui se fera à l'hôtel de ville de Montpellier, et qui sera vraiment fixé sur la copropriété, mais également sur vraiment la partie rénovation énergétique. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui peuvent être retrouvés sur notre site internet, alec-montpellier.org. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, et, euh, et on espère vous revoir très bientôt sur d'autres événements, ou directement aussi à l'ALEC avec grand plaisir.